Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une présentation du groupe Gamache.com. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Tu aimes les chroniques de Raymond Champagne de Burroughs Courtier d'assurance? Eh bien, réécoute l'épisode 96 et 100 de ton podcast des camionneurs On the Road Québec. Pour tout savoir sur la conformité, ça se passe avec Raymond Champagne. De retour très bientôt en podcast. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? C'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Ochrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à On the Road Québec, podcast des camionneurs. Encore une belle émission qui s'en vient. Ça va être diversifié, puis on va changer un petit peu de transport. On va s'en aller dans quelque chose qu'on n'a pas effleuré encore pendant les 110, 115 podcasts qu'on a fait. On s'en va ailleurs dans la fabrication, dans le transport spécialisé. Fait que j'ai vraiment hâte, puis je tiens à remercier tout le monde pour la belle été qui a passé. Ça s'en va tranquillement, mais on a eu une belle été. Merci d'être là, merci d'être présent. Merci à tous les commanditaires qui se rajoutent au fur et à mesure de notre expérience. Fait qu'on a vraiment du plaisir avec tout le monde. Fait qu'on sait qu'il y a des gros sujets qui s'en viennent, qu'on va avoir une grosse automne. Il va y avoir une rentrée parlementaire, il va y avoir des élections municipales. Il va y avoir plein de choses. Fait qu'on va avoir des beaux sujets, on va avoir du fun. Fait que je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Puis on va avoir une belle heure et quart, 1h30 parce qu'on a eu un beau déjeuner. On a eu du plaisir. Fait que là, je vais prendre le déjeuner puis je vais l'emmener en podcast. Fait que
je vais vous laisser à Michael la chance de se présenter. Vas-y, mon Michael. Je peux t'appeler Mike, Michael? Comme l'inspiration du moment. Okay, ben, vas-y. Je veux que tu te présentes. Puis comme je dis, pas de pression, on a du plaisir. Puis ça va être le fun pour tout le monde. No stress. Moi, c'est Michael Letourneau. Donc, je suis directeur général chez ProLait Transport, une entreprise de transport de lait qui est située à Lévis. Donc, on ramasse le lait, on collecte le lait de la ferme et on va le livrer à l'usine. Donc, c'est mon travail. OK. Ça fait longtemps que tu es là, hein, Michael? Ça fait 25 ans. OK, ça veut dire que si j'ai des questions au niveau du transport du lait, tu es la personne. J'en connais quand même quelques-unes, peut-être pas toutes, mais sûrement sur plusieurs questions que je pourrais répondre. On va avoir du plaisir. Ouais. Hey, bienvenue, merci. Hein, parce que vous avez parti ce matin de Saint-Nicolas. Oui, puis vous êtes en enregistrement aujourd'hui. Fait que merci beaucoup de vous être déplacé pour enregistrer ce podcast-là. C'est vraiment, vraiment le fun. Merci beaucoup. Vas-y, Mélanie. Bonjour, moi je m'appelle Mélanie Dufresne. Je suis vice-présidente stratège de marché chez Tremcar. Ça fait quoi, c'est une stratégie? Explique-moi ça. Là. Moi, je m'occupe du marketing, des communications chez Tremcar, mais je m'occupe aussi du développement du marché aux États-Unis principalement, puis dans l'Ouest canadien. OK. Ça fait longtemps que tu es chez Tremcar? Ça fait presque 12 ans. OK. On va parler des défis. On va parler des défis. On va parler de tout. Oui, voilà. Ça fait plaisir. Hey, merci de t'être déplacé ce matin. C'est vraiment le fun. Puis, vas-y, mon Éric. Oui, salut. Moi, c'est Éric Tremblay, représentant chez Tremcar. Je m'occupe du Québec, une partie des Maritimes. OK. Dans le fond, à grandeur du Québec, c'est ça. OK. Qu'est-ce que ça fait, Tremcar? Ça fait quoi? Là, le monde qui nous écoute, qui sont en Gaspésie, ou je ne peux pas dire que le monde de la Gaspésie, ou ailleurs au Québec, ou en Europe, parce qu'on est écouté aussi en Europe. C'est quoi Tremcar? Oui, Tremcar, je ne veux pas me mettre de pression, Éric. No stress. OK, c'est bon. Fait que Tremcar, c'est un fabricant de citernes, de toutes sortes de citernes, dans le fond, en Amérique du Nord. Puis, c'est ça, on est rendu 3e, je crée bien dans le marché. On est parti de loin, mais là, on est 3e. Fait qu'on déplace dans l'air pas mal. Tremcar est une entreprise québécoise? Oui. La maison mère, c'est situé où? À Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. C'est, dans le fond, le propriétaire, c'est un Tremblay, c'est Daniel. Es-tu du lac? Il n'est pas du lac, il est de Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Parce que Tremblay, on sait tout qu'il est au lac. Non, c'est ça, le grand-père paternel, il vient de Rhode Island aux États-Unis. OK. Puis lui, comme immigré. Ouais, il s'est revenu au Canada pour partir ses affaires, puis c'est ça. Ça a combien de temps d'existence, Tremcar? Tremcar, depuis 1962, dans le fond, c'était AL Touga pour Léo et Aldé Touga qui ont parti AL Touga, les citernes à lait. OK. Puis en 62, dans ces années-là à peu près. Puis dans les années fin 80, si je ne me trompe pas, là, M. Tremblay-Jacques, le père de Daniel, dans le fond, lui a acheté ça. Puis c'est devenu ce qui est aujourd'hui, là. Puis là, je m'adresse à toi, mais peut-être Mélanie peut répondre. Oui. On parle combien d'employés présentement? Là, si on parle de Tremcar au complet, de l'ensemble du groupe Tremcar? Le groupe Tremcar est environ 600 employés, là, répartis au Québec, dans l'Ouest canadien puis aux États-Unis. OK. Ouais. C'est beaucoup d'employés. C'est beaucoup d'employés, oui. On a déjà été jusqu'à 800 employés dans le temps du boom pétrolier dans l'Ouest canadien entre 2009 puis 2014. Parce que là, Tremcar fait des tankers pour l'alimentaire, le pétrole. Y a-t-il d'autres choses que Tremcar fait? Le chimique, le ciment en poudre, la farine, le sucre, le VAC. C'est parce que c'est plusieurs citernes différentes. Là. Oui, tu peux pas prendre une citerne de gaz puis faire du lait. Tu peux pas prendre... Tout est différent. Qu'est-ce qui est différent dans la citerne? Bien, dans le fond, c'est comme ça prend une sanitaire pour transporter du lait. Fait que sanitaire, le lait, c'est dans du stainless. Ouais. Mais la poudre de ciment, elle, tu transportes ça dans l'aluminium. Fait que ça n'a pas besoin d'être sanitaire. Puis c'est le fini à l'intérieur aussi. Entre autres, pour le lait, il faut que tu sois 3A. 3A, ça veut dire quoi? Bien, il faut que ça soit facile à laver. Il ne faut pas qu'il y ait des petits enduits ou des trous en quelque part où est-ce que le lait peut rester accroché. Des bactéries. Et voilà. Puis la même chose pour une citerne, mettons, de ciment en poudre, bien, il faut que la poudre glisse bien. Donc, ton fini à l'intérieur de ta citerne en aluminium, elle doit être fait d'un certain grade versus que si c'est du sucre ou, encore une fois, si c'est de la farine qui sont des produits alimentaires. Je comprends très bien. Fait que vous faites bitrin,
qu'est-ce que vous faites en fait? Là, vous faites des citernes lait, en tout cas, tout ça, ce que vous faites. Vous faites bitrain, vous faites 2 essieux, 4 essieux. Vous partez de où puis jusqu'à où? Ben, Décris-moi un peu les modèles que vous faites, en fait, le Éric. modèle, mettons, aux États-Unis, ça va être plus des 2 essieux. Ouais. Fait que 2, 3. Puis dans certains États, comme le Michigan, c'est des 8 essieux. Les 6, 7, 8 essieux. Ouais. Puis au Québec, on va être plus dans le Jusqu'à des 8 essieux? Oui. OK, 8 essieux. 8 essieux Dans le Michigan. sud de l'Ontario, c'est du 5 essieux. 5 On essieux. peut aller jusqu'à 5 essieux. Ça veut dire, je te pose une question, ça veut-tu dire que ça, les charges sont plus élevées ou c'est la province qui demande plus d'essieux pour la quantité de charge? Ben, en fait, c'est un peu de tout ça. C'est chaque province puis chaque État ont leur propre règlement à ce niveau-là. Fait que ça dépend de ton spread, ta distribution de charge par rapport au type de liquide que tu transportes aussi. Puis ça varie d'État en État puis de province en province. C'est pour ça qu'il y a différents essieux pour différents États. OK. Puis après ça, vous faites du bitrain? Parce que tantôt, on parlait au déjeuner que ProLait ont du bitrain de lait, chose que je savais pas. Ça, vous faites du bitrain, vous faites plein de choses. Là, On fait des A-trains aussi. OK. Ça, c'est plus pour l'ouest des États-Unis. Puis on fait aussi des camions porteurs. Donc, la distribution de mazout en Nouvelle-Angleterre, c'est encore très populaire. Donc, on fait encore des camions porteurs pour le mazout, par exemple. Ça veut dire que moi, j'achète mon camion sur un concessionnaire, je vous l'envoie, vous mettez le tanker dessus. Ouais. OK, vous faites tout ça au complet? Oui. Tramcar, combien de succursales? Il y a combien? Parce que tantôt, j'ai fait un peu de coq à l'âme. Là, vous m'aviez dit qu'il y a 600 employés, mais vous avez des succursales aux États-Unis ou les villes exactes, là, pour que le monde sache? Des usines de fabrication. On a une, la Maison Mère à Saint-Jean-sur-Richelieu, où est-ce qu'on construit nos citernes de lait, par exemple, nos citernes en acier inoxydable. On a à Saint-Césaire, où on construit nos camions porteurs, puis nos dry bulk, nos matériaux secs, nos pneumatiques. Puis là, on est en train de se construire une nouvelle usine aussi à Granby pour transférer une partie de la production de Saint-Césaire. Puis à Saint-Césaire, on va juste fabriquer nos pièces comme nos échelles, nos catwalks, ces choses-là. Puis du côté des États-Unis, on a une usine de fabrication à Strasburg, dans l'Ohio. OK. On a une usine d'assemblage à Haverhill, Massachusetts. Puis, on a aussi une usine d'assemblage à London, en Ontario. Puis, on a des centres de services aussi comme Citerne Hébert. On a des ports dans Citerne Hébert qui desservent nos gens ici au Québec. Mais on a d'autres centres de services aussi en Alberta, à Edmonton, puis aussi en Saskatchewan, à Saskatoon. On a aussi un grand réseau de distributeurs puis de centres de services un peu partout aux États-Unis qui nous aident aussi à vendre, à la mise en marché de nos citernes, bien entendu, puis de la réparation, du service après-vente. Parce que, mettons, là, je livre du lait là, où je ramasse, puis j'accroche une tank. Fait que vous faites aussi la réparation après? Oui, on fait de la réparation, on vend des pièces. On a un bureau de distribution de pièces qui s'appelle Trumcar USA. Puis on a un centre de service là aussi qui est sur le même terrain que notre usine de fabrication à Strasbourg. Puis du côté du Canada, ben, c'est Citerne Hébert qui vend nos pièces pour le Québec, puis ainsi de suite pour nos autres centres de service là, répartis au Canada. Je vais aller une question plus directe, Mélanie. Oui. Avec la loi, la réglementation qui s'en vient, avec notre ami Donald veut nous imposer, ça a-tu des répercussions directes sur le prix de la fabrication? Bien, actuellement, on est tous impactés, autant nos compétiteurs qui construisent aux États-Unis que nous autres, parce que la matière brute, qui est l'acier inoxydable, puis l'aluminium, ils sont vendus en lingots. Fait que le produit de base qui est transformé, c'est au Canada, puis on fait le meilleur. OK? Puis nous autres, le produit brut, il est transféré aux États-Unis, puis des États-Unis, il est retransformé en feuilles, puis il revient au Canada. Fait que cette matière-là, il faut comprendre qu'elle peut faire le transit entre les États-Unis et le Canada quelques fois. Alors là, ce qui se passe avec les tarifs de M. Trump, c'est qu'on paye tout pour. Autant nous autres au Canada que nos concitoyens aux États-Unis. Fait que oui, ça a élevé le coût des métaux. On parle de combien? Bien là, on est à 25 25 Ça veut dire le prix direct d'une citerne peut monter directement de 25 Bien, en fait, c'est le prix du métal. Qui monte. Oui, qui est monté. Sentez-vous un ralentissement par rapport à ça? Parce qu'on sait que dans la vente de camions, puis je parle à beaucoup de gens, ils sentent un ralentissement au niveau de la vente.
Vous, au niveau de la système, la semaine passée, on était chez Simard Suspension, puis on jasait avec David, puis on parlait de tout ça. Sentez-vous un ralentissement, là? On ressent une hésitation parce que le marché est tellement... il n'y a pas de stabilité, c'est ça, il est incertain. Fait que c'est sûr qu'il y a des hésitations, mais en même temps, on transporte de la matière première. Je veux dire, tout le monde doit manger, tout le monde doit se loger, tout le monde... Donc, tout ce qui est des produits pour la construction, puis là, on parle des citernes, mettons, chimiques, avec des produits chimiques pour les planchers, les ci, les ça, le lait, par exemple, le jus, même le chocolat, l'huile... je veux dire, tout le monde doit manger. Donc, oui, il y a de l'hésitation, mais en même temps... C'est business as usual parce que c'est des produits de base, là, de consommation de base. On n'a pas le choix, là. Exact. Il faut consommer. Exact. Toi, parce que toi, tu desserres plus l'Est du Québec puis les régions maritimes, en fait? Oui, c'est ça. Une petite partie des maritimes. J'ai des clients là d'établis déjà. Ouais. C'est surtout au Québec, là. OK. Puis comment va le marché présentement? Ben, tu vois que ça avait ralenti, mais le monde était sur le qui-vive là, avec M. Donald. Là, ouais. On va dire. Renouement, là, si tu ouais. veux. Là. Ouais. Fait que ça a l'air à vouloir, mais c'est comme plus on a besoin d'eux. Fait qu'on n'a pas le choix. Il faut que les compagnies continuent d'avancer pareil. On n'a pas le choix. Mais elles sont comme ces breaks quand même. C'est un peu de la résilience rendu où ce qu'on est rendu là. Tu sais, on a vu le président changer d'idée quelques fois. Là, il faut poursuivre nos activités. On ne pourra pas attendre éternellement à voir ce que le président américain va faire. Puis comme je vous dis, c'est des produits de base. Fait que... Je te dis, là. Ah, OK. Mais, puis, tu sais, Éric, ce qu'il dit, c'est que, ouais, au début, quand il a été élu, puis qu'il a instauré, puis qu'il a fait peur à tout le monde avec ses lubies de tarifs, bien, c'est sûr qu'il ne vendait pas, là. Mais aujourd'hui, force est d'admettre qu'il faut changer les flottes, il faut renouveler nos flottes. Mais ça use, là. Ouais, oui, c'est ça. Voilà. Ça use, là. Et voilà. C'est comme une toiture de maison. En fait, je disais, tu ne la feras pas cette année, mais tu vas la faire parce que ça va te couler sa tête. C'est là. sûr. Fait qu'à un moment donné, la tank, qu'elle soit la meilleure au monde, les années sont là, l'âge est là. Fait qu'à un moment donné, les intempéries et tout ce qu'il peut avoir, c'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Fait que c'est ça qui est... C'est ça qui est ça, en fait, hein? Oui. Fait que toi, tu couvres Canada. Puis moi, là, je veux te... J'en cherche une citerne. J'en cherche une, là. Je sais comment pour te rejoindre. Comment ça fonctionne, les achats, les ventes? Comment que je t'appelle? Comment tu fonctionnes? Moi, je veux te rejoindre, là. Ouais. Je fais affaire avec un de tes compétiteurs, puis je suis pas content. Bon, ben, Puis là, je veux parler à Éric. Là, je veux qu'il vienne me voir pour une soumission. Bon, depuis le temps que je suis dans le business, si on veut, là, ben, je suis assez connu. Fait que c'est rare que un nouveau va trouver le moyen de me retrouver ou... Ouais. T'as-tu un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro de téléphone, c'est sûr. C'est 514. Ouais, je veux le savoir, moi. 791-9575. Puis sinon, par le site web aussi, là, tu peux faire des demandes de soumission en ligne, puis ça va être transmis direct, là, OK. pour le monde du Québec. Fait que sinon, c'est quand même assez facile. Là. Ah, c'est le fun, ça. Oui, oui. La disponibilité aussi. Ouais. Si je commande un tanker aujourd'hui, Oui. je l'ai dans combien de temps? Ben là, je te dirais, ça dépend quel type de citerne, là, mais mettons, on va dire, on est dans le lait, là. Ouais. Fait que une citerne à lait, là, je serais à peu près en janvier, décembre-janvier. Puis dans tes grosses périodes, ça prenait combien de temps? Oh, dans la grosse période du COVID, là, on a déjà vu du 1 an et demi, là. OK. 1 an et demi d'attente, ouais. Les commandes, c'était fou, là. Ah, c'était trop gros. C'était trop, là. Bien, c'était trop, puis le gouvernement avait permis aussi aux employés d'aller chez eux. Ouais. Fait qu'il y a aussi toute la capacité de production qui était limitée parce que tout le monde restait chez eux. Ouais, je comprends. Mais peut-être qu'avoir donné limité la quantité de production. Ça, c'est pour un autre sujet. Non, mais qu'est-ce qui arrive avec 1 an et demi de délai, c'est que on ne sait pas comment est-ce que ça va coûter quand on va commander les pièces. Là, parce que c'est tellement invariable. Là, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire du jour. Là. Tu te lèves un matin, ça peut être blanc, puis à 3 h après-midi, c'est noir. Fait que c'est dur. Là, fait que... C'est pas facile pour les entreprises. Non. Votre président gère ça comment? Parce que vous devez travailler avec tout le temps. Comment, tu sais, la tête d'un président présentement, là,
On parle pas du président des États-Unis, on parle, tu sais, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il Ah, il pourrait être président des États-Unis, Ah, ouais? ça, c'est sûr. Ah, Mais oui. c'est Ah, quoi ouais. dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Il doit se dire à un moment donné. Il est toujours en train de planifier un plan B. C'est un gars, il y a un plan A, B, C, D. Il y a des scénarios pour n'importe quel changement qui va arriver. Mettons, là, puis il arrête pas de le dire, moi, je dors bien la nuit. Fait que ça, c'est rassurant. C'est le fun, Il est ça, comme d'entendre. ça, oui, notre ben oui. président, ouais. Tu sais, quand tu entends ça du président, là, tu te dis, bon, moi, j'avais un stress parce que les commandes sont ralenties. Puis là, tu entends ça du président, tu te dis, OK, si lui dort bien, Moi, je vais dormir aussi. il faudrait que je dorme, en tout cas. Ah oui, parce que c'est le fun d'entendre ça quand ton président est en contrôle, Ben oui. Ouais. que d'entendre que hey, ça va pas bien, là. Ça coince. Puis comment ProLait s'est associé à Tremcar? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, ProLait, le lait? Fait que vous avez... Oui, ben dans le fond, ProLait, c'est des producteurs de lait. Donc, on peut le voir un peu comme une coopérative. Donc, Ouais. les producteurs de lait se sont associés ensemble. Ils ont formé un conseil d'administration. Puis, on est en affaires depuis les années 70. Donc, il y a eu, là, Éric mentionnait tantôt, là, les autres compagnies, Touga et tout ça, des citernes à lait qui ont été achetées. Puis, depuis ce temps-là, on est presque exclusivement... avec Tremcar. On adore le produit. Nous, on a 25 unités qui partent à tous les jours, 365 jours par année. Donc, on ramasse 1 million de litres de lait par jour. Donc, à tous les jours, c'est 1 million de litres de lait qui est pompé dans les citernes, dans les fermes et qui est livré dans les usines. Donc, on a besoin de citernes de qualité. On commence la journée, il faut la finir parce que, comme ça a été dit, on transporte là, des produits alimentaires. Fait qu'il faut que ça soit de qualité puis que ça soit durable, qu'on puisse terminer notre journée en toute sécurité. Ça fait que vous, là, pour faire un petit résumé, le gars part le matin. Vous êtes basé où exactement? Nous, on est basé à Saint-Nicolas. Donc, OK. on a un garage à Saint-Nicolas, OK. qui est le garage principal où on fait l'entretien majoritaire de nos unités là-bas. Et on ramasse aussi du lait sur la rive nord, là, donc à Québec, région de Portneuf. Et on a des camions de basés là, des camions de basés aussi à Plessisville, à Victoriaville. OK. Donc, je dirais que toutes les fermes laitières, là, ou la majorité des fermes laitières situées dans le Grand Bellechasse, Montmagny, Lillet, c'est pas mal nous autres qui les ramassent. En tout cas, on en ramasse en majorité. Lobinière, Plessisville, Victoriaville. Donc, on a quand même un bon territoire de ramassage. Mais les camions sont basés près là, du territoire de ramassage, mais la OK. majorité sont à Saint-Nicolas. Ça fait que là, le camion part, Oui. s'en va à la ferme, ramasse le lait, après ça, part, s'en va dans une usine, il est transformé là. Vous, comment ça fonctionne? Là? Vous avez une liste? Le camion de lait, un coup qui est plein, là, il s'en va tout le temps dans la même usine? Comment ça fonctionne, ça? Parce que ça, on a, tu sais, le monde, tu sais, les auditeurs qui nous écoutent, on n'a jamais parlé de ça. Comment ça fonctionne? Là? Effectivement. On a deux types de circuits. OK. On a des circuits que les camions vont livrer le matin. Donc, ces camions-là sont attitrés à des heures particulières. Donc, ils vont livrer toujours à la même usine, à la même heure le matin. Ils vont livrer là le matin et ils vont collecter le lait chez les producteurs de lait dans l'après-midi. Le lait, dans le fond, va rester dans la citerne toute la nuit, va être relivré le lendemain C'est matin. correct, ça? C'est-tu réfrigéré, ça? C'est pas réfrigéré, mais c'est isolé. Donc, on ramasse du lait à la ferme qui va être environ de 2 à 3 degrés Celsius. Ouais. Et même dans les grosses chaleurs comme il fait, là, Ouais. il va prendre peut-être à peine 1 degré dans la nuit. C'est une grosse masse de liquide quand même qui est isolée dans une citerne. C'est réfrigéré déjà. Donc, c'est comme ça. Sinon, les autres camions, eux autres, ils partent le matin, ils vont collecter le lait. Ils ramassent environ 7 à 8 fermes pour remplir la citerne à lait qui va contenir là, aux alentours de 38 000 litres de lait. Donc, on parle de 7 à 8 fermes et ils vont livrer à l'usine. Donc, les usines sont situées là, dans le centre du Québec, Victoriaville, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Hyacinthe, Montréal. Donc, on reçoit notre cédule à toutes les semaines. Donc, pour nos 25 unités, on reçoit ça une semaine d'avance. On sait chacune des unités où ils vont aller vider. Donc, c'est comme ça. Et puis, les camions, l'intérieur des citernes est lavé à tous les jours. OK. Donc, à l'usine, le camion et le lait il est vérifié, pas qu'il y ait d'antibiotiques qui sentent bon, qu'il n'y ait pas de débris dedans, quoi que ce soit. Et lorsqu'il est accepté par l'usine, il est vidé à l'usine et le camion
l'intérieur est lavé à tous les jours. Et pendant que l'intérieur est lavé, bien, les chauffeurs vont laver l'extérieur de la citerne. Oui, parce que tu vois jamais une citerne de lait qui est sale. C'est toujours propre. Ils sont lavés 365 jours par année. Donc, on a des unités très propres. Puis, ça fait aussi que nos mécaniciens, quand ils travaillent dessus, ils travaillent sur des unités propres. Donc, on est dans l'alimentaire. Il faut garder ça propre. C'est quoi votre plus gros défi? Notre plus gros défi, c'est vraiment au niveau de la main-d'œuvre. C'est sûr que d'avoir... c'est du 7 jours sur 7. Donc, d'avoir des gens... Mélanie, j'aime ton sourire. Mais oui, je te vois venir. Mais non, j'ai rien dit! J'ai rien dit encore! Là, je jase avec Michael. Je pense son plus gros, puis tu m'envoies un petit sourire. Mais là, j'ai dit, j'aime ton sourire. Non, ben on fait attention. On essaie de donner des conditions gagnantes pour nos gens, mais c'est du 7 jours sur 7. C'est des défis. Les gens, ils ont les chauffeurs qui sont... nous, on a seulement que des chauffeurs. On n'a pas de chauffeuse. Peut-être un jour, ça arrivera. Puis, ben, ces gens-là, ils ont des petites familles et tout. Donc, les fins de semaine et tout ça, c'est des défis. Fait que faut essayer de faire ce qu'on peut là, pour garder nos gens heureux et tout. Donc, c'est vraiment ça le gros défi. Je vais continuer ma question. Comment tu entrevois l'avenir dans ce... Si c'est ton plus gros défi présentement, comment tu entrevois l'avenir? L'avenir, ben, c'est sûr que ça a changé beaucoup. Il reste 4000 fermes au Québec. Okay. Il y a quelques années, on avait même 10 000, donc ça a beaucoup baissé. Donc, les routes changent beaucoup. Au lieu de ramasser 20-25 fermes, on en ramasse beaucoup moins. Les usines en région beaucoup ont fermé, donc il reste moins d'usines plus grosses. Donc, l'avenir, ça va être quoi? Ça va beaucoup changer. On va faire moins d'arrêts, plus de longue distance parce que la production s'en va beaucoup plus dans l'Est. Les fermes, la production laitière se déplace dans l'Est et la transformation s'en va dans l'Ouest, donc beaucoup plus Montréal, Saint-Hyacinthe, entre autres. Donc, mais tu es en train de me dire qu'il y a beaucoup de fermes centre du Québec qui vont arrêter? Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends pas un petit... Ben, je veux juste que tu m'expliques. Oui, pas de problème. Parce que là, tu dis que ça se déplace. Pourquoi ça se déplace? Ben, dans le fond, on a un quota. On est très réglementé. Mais on a tous des quotas, hein? C'est ça. On est très réglementé dans le lait au Québec. Et puis, c'est correct? Ben, écoute, on est habitué de vivre dans ça. Faut être habitué. Ça, là, c'est plus et c'est moins. Nous, on travaille dans ce domaine-là, puis ça va quand même très bien. On sait où ce qu'on s'en va en étant très réglementé comme ça. Certaines fois, on pourrait l'être un peu moins. Ça ferait pareil. Mais je vais juste te demander, Michael, pour un quota. Oui. Je voudrais juste que tu expliques aux gens, moi je sais un petit peu c'est quoi, je voudrais juste t'expliquer aux gens, c'est quoi un quota? Un quota de lait, c'est quoi un quota de lait? Oui. Un producteur de lait, pour livrer du lait, doit posséder un quota. Donc, il doit acquérir du quota. Ça lui donne le droit de produire un volume de lait, mais ça lui oblige aussi à produire un volume de lait. C'est ce qui fait qu'au Canada, on a ce qu'on appelle la gestion de l'offre et puis on produit exactement ce qu'on consomme. Donc, le quota national du Canada est ajusté autant à la hausse, à la baisse en fonction de la consommation. Moi, là, Carl Beaulieu, là, oui. Je lâche on the road, je lâche le transport. Yes. Je veux m'acheter des vaches laitières. Oui. J'ai une ferme à vendre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Je veux m'acheter ça. Oui. J'achète les vaches, mais ça me prend du quota. Ça prend du quota, donc tu vas acquérir le quota et les vaches et tu vas produire du lait. C'est-tu possible? C'est possible. Ça me prend beaucoup d'argent, hein? Ça prend, comme dans n'importe quelle entreprise, beaucoup de sous pour partir, effectivement. Hey, je te pose des questions, mais je ne sais pas. Là, oui. Une vache qui produit du lait, ça prend combien de vaches? Ça marche comment? En kilos, le quota? C'est en kilos, effectivement. Donc, une vache, ça prend 1,5 kg pour fournir une vache environ au Québec. Puis 1,5 kg, ça vaut combien? 1 kg, ça vaut 24 000 $. Hein? Oui. OK. Un peu là, on va masser. Attends un peu là. 1 kg de quota vaut 24 000. Oui. Puis ça varie? Non, ça varie pas vraiment. C'est le prix du marché actuel. Et c'est dans l'Est du Canada que c'est le moins cher. Ah ouais? Dans l'Ouest, le kilo de quota vaut encore beaucoup plus cher. Parce que ici, les gens ont réglementé ça pour avoir un prix maximum qui est limité à 24 000 $. OK. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il prévoit-tu
Parce qu'on sait que tous les coûts, on se pense qu'il y avait un peu de difficulté aussi des fermes laitières. En tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas ça, je n'embarquerai pas là-dedans. Là. Mais il prévoit-tu une hausse? Comment ça fonctionne pour les augmentations de quotas? Tu es au courant? Ou... Oui, c'est directement lié avec la consommation et les importations. Donc, aussitôt que la consommation augmente, les offices de mise en marché vont émettre du quota. Donc, les producteurs qui possèdent du quota vont avoir des augmentations de quota. Ils ont environ de 2 à 3 d'augmentation naturellement par année. J'écoutais notre ami Donald qu'on parle depuis tantôt. Oui. Là, il était un peu fâché contre les producteurs canadiens parce qu'il dit qu'on a, on les... comment on dit, Mélanie, aide-moi, là? On les boycotte? Non, pas on les boycotte. On a... Tu sais un peu ce que je parle, que je m'en vais. On n'est pas... C'est pas non, pas on a juste, 40 ou un 400 de taxation sur nos produits laitiers. Comment tu m'expliques ça? Y a-tu raison là-dedans ou... Oui, bien, pour que la gestion de l'offre fonctionne... Hey, j'aime ça, tu réponds tout le temps à mes questions. Ah. J'aime ça. Si je suis capable, je vais le faire. Si je ne suis pas capable, je vais le dire. J'aime ça. Je n'ai pas la réponse. Donc, dans le fond, c'est ça. Parce que là, on entend parler, il y a toujours ça. Oui. Il y a toujours ça. Là, hey, le Canada, là, vous produisez, puis là, c'est cher, puis puis... Donc, dans le fond, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a une demande canadienne qui est là. Donc, une demande de produits laitiers au Canada. Et de par certaines ententes qui ont été signées par nos gouvernements, les autres pays, y compris les États-Unis, l'Europe et tout, ont le droit là, de rentrer des produits laitiers ici au Canada sans tarif, sans droit, sans rien. Le reste est produit au Canada. Donc, demande moins importation par entente égale production. Donc, c'est sûr que plus qu'il y a des quotas d'importation qui sont donnés à d'autres pays, moins que nous, nos producteurs vont produire du lait, moins qu'on va en transporter, moins qu'on va en transformer. Donc, c'est ce qui va arriver, c'est un impact direct. Monsieur Trump, évidemment, ben oui, il y a déjà des bonnes ententes, il peut rentrer déjà beaucoup de produits laitiers, il aimerait en rentrer plus. Il faut comprendre que le marché canadien, c'est un très petit marché. On est même pas 40 millions, eux autres sont 400, on est presque rien. Mais c'est une demande qu'on a depuis longtemps. Mais est-ce que les producteurs ont peur de ça? Les producteurs, je pense que depuis que je travaille, moi, chez ProLait, c'est des choses qu'on entend parler. Les quotas vont tomber, c'est ici, c'est ça. Ah oui, hey, mon grand-père de cultivateur, ça fait 50 ans, puis on parlait des quotas. Oui. Donc, mais la différence qu'on a au Canada pour les producteurs de lait, c'est que 100 de leur revenu, de leur paye, vient de la vente de produits laitiers. Tandis qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup, et ailleurs, ils ont beaucoup de subventions qui viennent. Donc, le prix varie, les gens ont de la misère, font faillite, repartent et tout ça. Nous, on a un marché qui est très stable. Puis, il y a toujours des produits là, de qualité et à bon prix là, sur les tablettes. Donc, c'est l'avantage qu'on a. De dire que le système est parfait, c'est pas vrai. Il n'y a rien de parfait. Mais on regarde ce qui s'est passé dernièrement et tout, puis je pense qu'on a un bon système. Puis nous, dans le transport du lait aussi, ça nous assure... Nous, on ramasse le lait de fermes laitières dans un secteur géographique. Ça nous assure une stabilité. Donc, quand vient le temps d'acheter des équipements, des camions, des citernes et tout, on sait où s'enligner, on sait... Parce que tu as des routes établies, tu as des contrats. Exactement. Toi, tu fais affaire avec... pas une commission? Avec l'Office de mise en marché. L'Office de mise en marché. C'est eux autres qui, dans le fond, qui gèrent ça. On a notre contrat de transport qui est avec eux. Et nous, naturellement, chez ProLait, on grossit de 3 à 4 par année. Donc, on le sait que nos producteurs... ils produisent plus de lait. Ils produisent plus de lait parce qu'ils ont des augmentations de quotas, ils ont des augmentations de droits de produire. Donc, on sait que notre business va augmenter de 3 à 4 par année. Puis, comme je disais tantôt... Là, tu vas t'acheter une tank chez Tramcar. On va appeler mon ami Éric, puis on va dire « Salut Éric, comment mon Éric, j'aime pas une tank? » J'aurais besoin d'une tank. Puis là, il va me dire s'il me dit « Écoute, Michael, ça va aller dans 1 an et demi parce qu'on a du retard. » Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire, mon ami Éric, c'est des gros défis parce que là, il faut que je sache dans 1 an et demi, plus les retards, combien de lait je vais ramasser et je dois prévoir combien d'accidents on va avoir perte totale parce que c'est des choses qui, malheureusement, peuvent arriver. Fait que je dois prévoir ça pour 1 an et demi d'avance. Donc, c'est sûr qu'on est content que la production revienne à un niveau plus normal avec 1 an et demi, c'était ça. Mais on ajoute à chaque année parce qu'on a des augmentations de business. On rajoute des chauffeurs, on rajoute des mécaniciens. On est en croissance. C'est votre défi. Une belle croissance, oui, une belle croissance. Puis il faut comprendre aussi qu'Éric s'occupe bien de ses clients. Puis
on réserve aussi. Il a l'air surpris. On réserve des cases. Non, mais on réserve des cases aussi. Des clients comme ProLait, nos clients, on le sait, puis on va réserver des cases de production parce qu'on le sait que ProLait va en avoir besoin de 6 l'année prochaine. Fait que c'est déjà calculé justement pour éviter des livraisons à 1 an et demi pour nos clients réguliers. Je comprends très bien. Vous le savez. Fait que Ben oui, vous le savez on le prévoit. Puis vous l'aimez. Puis, ben oui, puis Eric, il n'est pas fou, là, tu sais. Non. Pas tout le temps. Pas à temps plein. Mais c'était juste une situation parce que ça a été de même pendant un petit bout de temps Ouais, à cause de la non, COVID, c'est ça, la mais COVID. généralement, c'est pas ça. Là, on parle d'un On 6 est mois, plus donc dans le ça 6 mois. travaille. Ouais. Ça travaille très bien avec Eric et tout. Ma dernière petite question, puis après ça, je m'en vais avec Mélanie, parce que Mélanie, depuis tantôt, elle me fait des petits sourires, puis là... Non, mais c'est pas parce que je veux parler, c'est juste parce Non, mais tu me fais des sourires, parce que j'aime ça, jaser, là. Mais une question de même pour informer les gens, là. C'est quoi la plus grosse... Je veux pas avoir le nom. C'est quoi la quantité de vaches laitières qu'une ferme, la plus grosse au Québec, là, Chris, on calme. Okay, C'est quoi la ferme laitière au Québec, là? Tu t'en vas là, puis tu remplis une tank. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Je dirais que le producteur moyen va livrer là, 4 à 5 000 litres de lait aux 2 jours. Ça, c'est le producteur moyen. Mais on a des bétrins là, qui logent 40-45 000 litres de lait. 40-41 000 litres de lait. Et puis, aux 2 jours, ça ne rentre plus dedans. Donc, on a quand même des grosses fermes. Ça veut dire que tu pars avec un bitrin? Oui. Tu t'en vas sur le fermier, sur le cultivateur? Oui. Tu ramasses un bitrin de lait, puis tu t'en vas? Oui. Hey, ça veut dire que de lui dans la ferme, ça y prend tout un... Je sais pas encore si c'est le mot qu'on doit utiliser, mais j'étais évidemment un bowl tank. Comment ils appelaient ça à cette heure? Oui, ils ont des gros ball tanks, effectivement. Ball tank, il y en a ok. qui ont souvent où il y a des silos aussi. Des silos à lait? verticales, oui. Il y en a qui ont ça. Donc, parce que le lait est ramassé à tous les 2 jours. Donc, toutes les fermes laitières sont ramassées 182 fois par année. Donc, mais quand ça loge plus... c'est exceptionnel, mais oui, il y a quelques producteurs que ça loge plus dans les 2 J'ai jours. une autre question. Si je défonce mon quota, si je produis trop de lait Oui. par rapport à ce que j'ai, qu'est-ce que je fais avec le lait? Je suis en amende? Je dois-tu l'ouvrir le drain et le jeter dans le drain? Qu'est-ce que je fais avec le surplus de lait? OK. Le quota vient avec une tolérance. On va appeler ça un élastique parce que c'est impossible de produire exactement le quota. Donc, des fois... Tu ne contrôles pas la vache, là? c'est ça. Il y en a un petit peu plus, il y en a un petit peu moins. Il y a un élastique qui vient. Si un producteur, dans le fond, a dépassé son quota et qu'il a pris trop d'avance, son lait ne sera pas payé. Il va être collecté quand même, mais son lait ne sera pas payé. OK. Moi, je travaille puis tu ne me payes pas. C'est ce qui dépasse le quota, effectivement. C'est OK. ce qui arriverait. Mais c'est pas nous. Nous, on transporte le lait. Moi, C'est pas de ta faute, C'est là. ça, nous, Mais on moi, le j'ai fait. juste un petit commentaire. Je travaille, mais je ne suis pas payé. C'est le système de quota qui est comme C'est ça. pour ça qu'à un moment donné, on a vu au courant des dernières années, les gars rouvraient la valve puis ils laissaient aller. Ils ont pris cette décision-là, mais si le lait, s'il aurait livré le lait, il aurait été collecté. Nous, comme transporteurs, on regarde le lait, il est bon, la température est correcte, il est apte à être collecté. Nous, on le collecte, on ne s'occupe pas du quota, on ne OK. fait que ramasser le lait. Hey, merci, Eric. Nickel. Michael. Eric, Excusez. Jonathan Tremblay, on se connaît, nous autres, depuis des années, mais on se connaissait pas avant que Underwood fasse affaire avec VA. Tu es arrivé après. Donc, c'est pas juste parce qu'on se connaît que tu es ici avec nous autres. Mais pourquoi tu fais affaire avec Underwood depuis un bout? Très bonne question. Écoute, je pense qu'Underroad, pour les employeurs comme VA, nous donne accès à une très belle vitrine. C'est un beau partenariat qu'on a su développer ensemble, on ne se le cachera pas. Le transport, c'est un très petit monde. Puis à travers ça, tous les employeurs, ça joue du coude pour aller chercher les mêmes talents. Ouais. Donc, en nous donnant accès à une belle visibilité comme ça, je pense qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu. Pourquoi tu es à nos salons? Ça, Carl va être content d'entendre ta réponse. Bien, principalement, je m'en vais là pour Carl. Et voilà, Ça, c'est exact. beau. Carl, vois-tu, tu sais, une histoire d'amour entre Joe et Carl qui date depuis longtemps. Ouais. Carl, c'est pour toi. Ouais. Fait que Carl, si tu cherches un job, super job à Super job à VA-transport.com. commercial VA-transport.com, Carl. Moi, j'en ai besoin sur Underwood, par exemple. Tu as classe 1 puis un permis de train? Joins-toi à nous chez Translem. Tu as envie d'être entouré d'une équipe solide et fiable, d'avoir des camions neufs, une flotte bien entretenue?
On a des postes pour toi. De jour, de soir, temps plein, temps partiel, du local, du longue distance. T'as envie de te joindre à une compagnie qui roule pour de vrai? N'hésite pas, appelle-nous. 514-337-2203, poste 229. Plaisir! Je vais avoir d'autres questions parce que je trouve Pas de ça problème. pertinent. Puis c'est vraiment le fun de toucher ce secteur-là parce qu'on parle souvent fruits et légumes dans le transport, on parle souvent LTL, on parle souvent de plein de choses, Oui. mais le lait, on n'avait jamais rentré là-dedans. Puis c'est. Non, on est dans l'alimentaire. Puis quand il y a eu la COVID et tout, que le Québec a arrêté de vivre, je vais dire ça de même, mais nous, ça n'a jamais arrêté. Là. Il n'y a jamais manqué de lait. C'est Non, ça a tablettes tout d'épicerie, été. de produits. Donc, ça a été des défis à ce moment-là. Mais dans le secteur alimentaire, on entend parler, bon, plein de choses, mais nous, c'est le fun. On est dans la continuité puis une croissance constante aussi. Merci, mais je t'oublie pas. Ben, pas de problème. Je vais rester ici. Ah oui, je vais t'attacher, là. Je C'est vais, bon. je vais te garder. Hey, vous autres, ma belle gang de Tramcar, là. Hey, Je te fasse je des vois beaux tes beaux sourires, yeux. moi aussi. Je vois tes beaux yeux. Ben, j'essaie de te faire des beaux sourires. Ah, puis tu réussis. Ah, ouais. Oh, tu réussis. Puis je suis content de vous avoir connus parce que nous, on s'est connus en fait à ExpoCam. Oui. J'avais vu vos belles remorques-là, vos beaux tankers-là. Et je vais te poser une question, Mélanie. Je le sais que là, vous produisez partout. Vous avez des. On sait tous qu'on a des problèmes chauffeurs, mécaniciens, tout ça. Vos usines aux États-Unis, c'est-tu plus facile produire aux États-Unis que produire au Québec? Une tank? Plus facile, je dirais. Est-ce que vous avez moins de contraintes aux États-Unis qu'au Canada? En fait, pour Tramcar. C'est sûr qu'on a moins de contraintes aux États-Unis. Tout est plus simple. Je veux dire, un agrandissement qu'on a fait de notre usine dans l'Ohio a pris la moitié moins de temps. Tous les dédales administratifs versus des projets d'expansion au Québec. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Après ça, tu as tout l'aspect de la main-d'œuvre. C'est sûr que c'est plus facile de recruter dans l'Ohio ces derniers temps que ça l'est recruté au Québec. Fait que au niveau de la main-d'œuvre, c'est plus simple aussi. Ouais, c'est à peu près ça. Puis, pourquoi vous avez décidé de construire à Granby? Bien, c'est sûr que le propriétaire, Daniel Tremblay, il est très attaché à ses racines québécoises. On est des fiers Québécois qui, aujourd'hui, on a du succès en Amérique du Nord. C'est une fierté pour nous. Puis notre communauté est importante pour nous. Donc, nous autres, notre premier réflexe, c'était d'être proche de chez nous, d'avoir les yeux aussi sur la production. Daniel, il aime ça, voir ce qui se fait. Il aime ça, être capable de régler des problématiques s'il y en a rapidement. Puis c'est sûr qu'en ayant nos usines proches de notre maison mère, on a plus de contrôle, puis c'est beaucoup plus simple. C'est une belle vision d'entrepreneur. C'est vraiment une belle vision. Parce qu'on le sait que, tu sais, les nerfs de la guerre, présentement, je regarde comme les chauffeurs ou n'importe quel domaine. C'est le recrutement, c'est plein de choses, c'est les lois gouvernementales, c'est l'environnement. Puis des fois, je trouve que c'est mon opinion, là, c'est l'opinion à Carl, c'est pas l'opinion... Je trouve tellement des fois que le gouvernement nous met des lois qui sont dures. Puis je lève mon chapeau aux entrepreneurs du Québec qui ont affaire à se battre avec ça, puis de dire, hey, au gouvernement, on veut des emplois. Tu sais, cette semaine, je parlais avec Daniel Bérard de DFS. Le gars, il se bat, là. C'est un entrepreneur. On est tous dans le même âge. Il se bat pour garder son entreprise, avoir des jobs viables au Québec, parce que c'est des gens, c'est des gars de Joliette, c'est des gars de Saint-Jean, c'est des gars de... Il y a des gars du bas du fleuve. Ça a été leur vie, leurs inspirations. Ils ont grandi là-dedans. Les enfants ont grandi là-dedans. Puis ils se battent encore. Tu as le gouvernement là-dessus qui vient rajouter des lois pour leur faire mal, puis mettre des impositions. Tu sais, moi, je lève mon chapeau à tous les entrepreneurs du Québec présentement qui traversent une période qui est vraiment dure, mais qui se tiennent debout. Tu sais, on n'a pas toutes des qualités. On a des défauts, on a des qualités, tout ça. Mais ces entrepreneurs-là sont là, puis ils arrivent avec des idées innovantes, puis ils croient au Québec. Fait que moi, je lève mon chapeau à tous ces entrepreneurs-là qui sont là, puis qui se battent. Si j'ai un mot à dire au gouvernement, pensez à vos entreprises québécoises, canadiennes, qui sont là pour vous aider puis créer de l'emploi ici au Québec. C'est nos taxes, c'est notre marché.
C'est plein de choses. Tu sais, c'est de l'argent neuf, Carl, qu'on va chercher avec Moi, l'exportation. ça me fait capoter. Puis c'est mon ça. opinion à moi, Mélanie. Hein. Tu sais, je veux pas impliquer personne là-dedans. Mais puis il y a plein de monde qui m'appelle. Cette semaine, j'avais des concessionnaires, des propriétaires de concessionnaires de camions. J'ai plein de monde qui m'appelle et disent « Carl, pas facile, mon Carl. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur. Mais je lève mon chapeau à tous ces entrepreneurs-là qui se tiennent debout et qui vont réussir à passer cette crise-là. Mais je demande juste, puis le gouvernement, je ne sais pas s'il écoute ou il n'écoute pas, mais en tout cas, si ça se rend, ça se rend, si ça se rend pas, ça se rend pas. Aidez donc les entrepreneurs à passer cette crise-là en des outils d'alléger certains droits fiscaux, d'alléger la période de recrutement, de mettre ça plus facile. C'est des taxes. Excusez, c'est des taxes qu'on emmène. C'est de la nouvelle argent. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? C'était mon commentaire. Tout à fait. T'en penses quoi, Mélanie? Ben, j'aime ton éditorial. Non, mais ça me met... Très bon Là, éditorial. Mélanie, ça me met... Tu sais, on travaille ici. On travaille comme on est toujours ici. Je vous prends, là. Je vous retarde vos vacances pour venir en podcast avec moi. Merci. Mais tu sais, on a tout le Québec à cœur. Le gouvernement, peux-tu nous aider, s'il vous plaît? That's it. Mais je pense que tous les entrepreneurs du Québec ont à cœur leur Québec aussi. Oui. Puis je pense qu'ils mériteraient d'être peut-être un peu plus écoutés dans le comment faire. S'ils sont capables de gérer des grandes business multinationales, ils ont peut-être des bons conseils aussi à donner à nos politiciens. Pourquoi ils ne mettent pas en application, Mélanie? Je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Hier, j'avais, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que ça va passer exact, là. J'avais Justin Boulet qui était en podcast avec moi. Puis je lui demandais qu'est-ce que tu penses du Québec, moi, Justin? Parce que son père, Christian Emblème au Québec, il ne faut pas se le cacher. C'est, à la Saint-Jean, qu'est-ce qu'on fait? On écoute du Offenbach, on écoute du Jerry, on est sur le bord d'un feu, on prend une bière, puis on chante une tune. Il n'a pas voulu se prononcer, mais il dit Carl, je vais te dire quelque chose. Il y a des choses à changer, puis ça presse. Fait que si tout le monde envoie un message à son gouvernement, ben à un moment donné, j'espère que tu vas être capable de comprendre la balle. Mélanie. Oui. C'était mon petit mot. Mélanie, toi, c'est quoi, en fait, ta job? Explique-moi, en fait, les détails. Là, tu travailles ici à Saint-Jean. Oui. Mais tantôt, tu me dis, je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais dans l'Ouest canadien. Qu'est-ce que tu fais exactement dans ce beau groupe-là? C'est quoi ta job? Ben en fait, je m'occupe Je sais que tu es une femme très occupée. Oui. En fait, je m'occupe de la stratégie de vente chez Tremcar. Donc là, on a doublé notre équipe de vente aux États-Unis parce qu'on veut vraiment développer le marché des États-Unis, entre autres l'Ouest des États-Unis et le Sud, des endroits où on n'a jamais vendu auparavant. Nous autres, on est nichés. On est reconnus pour nos produits de qualité. On a une capacité aussi de produire du multi-essieux. Puis, tu sais, tantôt, on parlait avec Michael qui disait qu'on va faire peut-être moins de va-et-vient, mais on va avoir des plus grosses citernes qui vont faire des plus longues routes. Ouais. Bien, c'est un peu ça. Nous autres, au Québec, on le fait déjà. Au Canada, on le fait déjà parce qu'on n'a pas la densité de population qu'ils ont aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était des plus petites citernes, 2 essieux. Là, aujourd'hui, eux aussi, avec le manque de transporteurs, ça, c'est un besoin, je pense, criant pour l'Amérique du Nord, avoir des chauffeurs. Bien, pour pallier à ça, ils grossissent. Ils vont chercher des permis spéciaux pour avoir des plus grosses citernes, donc plus d'essieux. Puis ça, là-dessus, on est fort. Fait que c'est la stratégie qu'on a adoptée. Donc là, on a recruté des vendeurs qui sont spécialisés dans différents domaines. C'est sûr que la citerne, c'est tellement niché que tu peux pas vraiment aller engager ton compétiteur là-bas parce qu'il y a des clauses de non-compétition. Fait que là, tu essaies de trouver... Oui. Là, tu es parti d'une belle élan. Je te stoppe, là. J'aime ça. Tu me dis, il ne peut pas l'engager un compétiteur. C'est quoi, ça? En fait, quand tu engages, mettons, un vendeur d'un compétiteur, lui, là, il y a des clauses de non-compétition. Ah oui, je connais ça. Fait qu'on est obligé... ben c'est ça. Fait qu'on est quasiment obligé de former notre propre monde à nos propres produits. Fait que c'est un peu le travail que je fais. Donc, je fais du démarchage pour trouver les bonnes personnes. Tu fais du recrutement aux États-Unis, toi? Oui. Ah ouais? Ben oui, comment ça va? Bien, ça va bien. C'est sûr qu'on essaye... Ça va très bien. On a des beaux jeunes dans la trentaine. On a renouvelé un peu parce qu'on a beaucoup de gens qui s'en vont à la retraite. Fait qu'on est en train de renouveler nos équipes de vente, autant dans l'Ouest canadien qu'aux États-Unis. Fait que c'est un défi parce qu'il faut les former, puis faut qu'ils deviennent des vendeurs aguerris aussi. Donc ça,
c'est un défi de plus, mais c'est super stimulant. Puis on découvre des nouvelles régions avec aussi des nouveaux specs de citernes qu'on n'a jamais construits. On peut rentrer dans le A-train qui est utilisé plutôt dans l'ouest des États-Unis, puis d'autres types de spread d'essieux qu'on n'a pas nécessairement ici, mais ça fait quand même, on est plus fort que la compétition à ce niveau-là parce qu'on est déjà habitué dans le multi-essieux. Ouais, on est bon, on est du 4 essieux au Québec. Ça veut dire, pour compenser le manque de chauffeurs, ils mettent plus de poids. Exact. Ça commence à être à la mode. Mais ils ne peuvent pas faire ça au Québec là-dessus. Là. Ils ont déjà à côté pas mal. Là. Oui. Ben, le gel-dégel aussi, là, qui n'est pas aidant. Là, ouais. Puis je vais parler à la recruteur. Je ne sais pas, je ne suis pas la personne reçue. Y a-tu plus de sentiment d'appartenance là-bas? Mettons, tu engages un jeune de 30 ans là, pour vendre des remorques. Oui. Comment est le sentiment d'appartenance? Tu l'engages, tu le formes. Tu sens-tu plus qu'il y a un sentiment d'appartenance que nos jeunes Québécois ou nos personnes ici au Québec qui, à un moment donné, tu lui dis « tourne à droite ». Non, je ne tournerai pas à gauche, ben, je suis parti. C'est-tu différent là-dessus? À ce niveau-là, non. Moi, je pense que une question d'attitude générationnelle, je pense que tu sois aux États-Unis ou au Canada ou au Québec, c'est toute la même affaire. La seule chose que je remarque, par contre, ils sont fiers de travailler pour une entreprise canadienne. Ah ouais? Le Canada, on a vraiment une belle réputation aux États-Unis. Puis tu sais, même aujourd'hui, avec la guerre des tarifs, là, les gens s'excusent. Les gens, on est des amis, Puis c'est vrai qu'on l'est. Puis ça, là-dessus, puis nos vendeurs, là, c'est tous des Américains. J'en ai un qui habite dans le Nevada, Las Vegas. J'en ai un autre qui habite dans l'Utah, à Salt Lake City. Puis c'est des gens qui sont fiers de travailler, sont fiers de nous représenter, puis de représenter aussi les produits qu'on offre. Oui. Fait que je fais ça, mais je fais aussi toutes les trade shows. J'enligne les trade shows avec tous les sponsorships qu'on peut avoir. On travaille avec des vendors, des pièces, des composantes de nos citernes. Bien, on va faire un partenariat avec eux autres pour aller dans un trade show parce que c'est quand même assez dispendieux, les trade shows. Mais on veut en faire beaucoup, puis on veut couvrir l'Amérique du Nord. Fait qu'on travaille aussi. Fait que ça, je m'occupe de ce bout-là aussi. Puis de voir, bien, c'est quelle citerne qu'on va exposer dans quel show, à tel endroit, dans tel état. Fait que, tu sais, c'est tout... Ça prend un mapping. Tout dans tes mains, ça, là. Oui. Parce qu'au c'est Nevada, tout moi qui l'organise. OK, parce que dans le Nevada, tu fais un trade show, tu ne pourras pas la même affaire que dans l'État de New York. Non. Tu n'auras pas la même unité, tu n'auras pas les mêmes partenaires. Puis après ça, bien, on développe des nouveaux specs aussi. On veut innover, on est reconnu pour innover. Fait que tu as tout cet aspect-là aussi à travailler, puis à mettre les bonnes personnes ensemble pour travailler ensemble. T'as-tu une grosse automne? Ah oui, automne puis printemps, c'est fou. Tu as beaucoup de trade shows, tu as beaucoup de shows qui s'en viennent, beaucoup de recrutement aux États-Unis. Oui. Recrutement, moins. Là, on est assez stable. On a nos équipes. Maintenant, il faut juste les former puis de continuer. De stabiliser à un moment donné. Exact. Parce que là, c'est beau embaucher, mais à un moment donné, il faut que tu stabilises. Il faut que tu fasses les étapes. Puis il faut générer des ventes. Il faut générer des ventes. Oui. Ça, c'est le défi, je pense, de tout le monde présentement. Oui. Mais, tu sais, en économie, c'est toujours up, down, up, down. Ça a tout le temps été un peu. Là, on est plus dans un down. Mais ça va reprendre. Il faut garder le côté positif de la chose à un moment donné. Là. Mais la beauté chez Tremcar, c'est qu'on a diversifié notre portefeuille. C'est qu'on produit différents citernes pour différents marchés. Fait que des fois, tu vas avoir un creux dans un marché, mais tu as un autre marché qui est plus stable ou qui est en augmentation. Fait qu'on est toujours capable de faire le balancier entre l'un et l'autre. Puis ça, c'est une des spécialités de notre président. C'est le fun, ça. Oui. La vision, en fait. Oui. C'est la vision. Oui. Y a-t-il une relève, votre président? Avez-vous une relève à l'interne? Bien, sa fille est intéressée. Oui. Alison, oui. Elle a 19 ans, puis très motivée. Elle étudie fort. C'est le fun? Oui, elle suit les traces de son père. C'est le fun, ça. Ouais. Quand il y a une relève, puis c'est québécois en plus, c'est le fun. Mais j'aime ça t'entendre dire que... Mais moi, j'aime ça parler avec vous autres parce que tu sais, avec tout ce qu'on traverse, là, vous arrivez avec du côté positif, vous dites, hey, là, il y a de l'ouvrage, c'est le fun. Parce qu'à un moment donné, il y a du côté négatif, oui, on passe nos journées là-dedans. Mais quand je jase avec vous autres, ben vous avez un côté positif, un côté d'encouragement qui dit, hey, oui, il y a un bas, mais je pense que l'avenir est prometteuse, puis il faut se serrer les coudes pour traverser ça. C'est vraiment le fun. Fait que là, t'as une grosse automne, puis c'est le fun. Je suis content d'entendre ça. Oui, ça fait, oui. On essaie de changer le discours un peu. Ben oui, c'est correct. Toi, ton automne, ton printemps, ton été? Ben, moi, mon été, normalement, c'est les vacances. Fait que c'est plus tranquille un peu partout. Là, c'est plus l'automne que le monde aussi vont s'enligner pour le printemps quand on a un 6 à 8 mois
de livraison. Fait qu'ils savent, normalement, on est là-dedans. Fait que l'automne, là, c'est les commandes. Pour le printemps d'après, dans le fond. Fait que l'automne, ça repart. Là. Mais là, je vais tomber dans le tranquille. Ouais, c'est normal. Je viens où, là? Plus tranquille, hein? Oh, oui. Le monde n'a pas la tête là. Le monde a plus la tête, là, les vacances, l'été. Exact. Quand ça va revenir au mois de septembre-octobre, le monde va prendre... Tout le monde revient à son poste, on fait un meeting, puis on en garde nos besoins pour l'hiver, le printemps prochain. C'est toujours le même que ça a fonctionné. Oui. Là. C'est périodique, en fait, mais c'est correct. Ben, c'est comme les récessions. Tu sais, en manufacturier, là, t'as plus des up and down que dans le vente au détail. Tu sais, vente au détail, c'est plus stable que nous autres. Ben, je pense, en tout cas. Là, ça a déjà été comme ça. En 2007, il y avait eu une grosse crise. Là. Ça avait fait mal, ça. Ouais, ça va 2007-2008, ça va être... Ouais. Mélanie, je vais parler à... Puis je te pose la question tantôt en rond, puis tu m'arrives avec ça. L'intelligence artificielle, les robots aussi dans la production, vous autres, Oui. les robots... comment ils appellent ça? Les robots... les robots soudeurs, là. Ouais, Oui. C'est-tu quelque chose qui travaille, ça? On Comment a. vous voyez ça, vous autres, dans l'industrie? Parce que On en a. vous n'avez, hein? Oui. Parce que la semaine passée, comme je disais, j'étais... Puis il y en embauche, ils en mettent là, ça soude. C'est-tu un moyen qui vous aide dans le recrutement de personnel? Ça vient-tu combler des postes, ça, qui s'est arrêté parce qu'on n'a pas fait de soudeur, là, on n'a pas créé de soudeur, là, on va se dire les vraies choses. C'est-tu quelque chose qui vient vous aider, ça? Dans le... Oui, absolument. Absolument. Sauf que quand tu arrives dans le fin détail, à la fin, c'est sûr que tu as besoin de l'humain pareil, puis tu as besoin d'avoir des petites choses que des fois le robot n'a pas nécessairement vues. Fait que les yeux humains, puis la capacité aussi du soudeur de faire des trucs que la technologie ne nous a pas amenés jusque-là aujourd'hui. Puis des firmes de consultation en ingénierie, on en a vu une puis un autre. Les 5 dernières années, on a investi 10 millions juste en automatisation et en robotisation. Fait que, mais tu as encore des petites choses que tu as besoin encore de tes soudeurs. De tes soudeurs, Oui, hein? on peut pas s'en défaire. Le fine-tuning, comme on dit. Oui. Non, t'as besoin de l'humain, t'as Tu sais, toujours puis besoin. c'est délicat, là. C'est du lait, c'est de l'eau. Tu sais, je veux dire, c'est du liquide. Tu veux pas une citerne qui coule, là. Ça va pas bien. Non, c'est ça. Ça va pas bien. Non. Dans les projets, l'intelligence artificielle, parce que je pose la question, l'intelligence artificielle, pour vous, ça a-t-il une implication dans les dessins, dans les... Comment vous voyez ça? Comment tu vois ça, toi? Ben en fait, j'y ai jamais pensé jusqu'à temps que tu m'en parles aujourd'hui. Puis je me dis, tabarouette, au niveau de la publicité, là, tu sais, créer une citerne qui est comme juste écrit sur... je pense que ça serait quelque chose qui serait vraiment, vraiment hot. Ouais. Parce que ça s'en va, hein? Tu sais, je regarde ça, les entreprises, là. Tu sais, on est dans un virage économique, on est dans un virage de générationnel. Puis je pense que nos jeunes vont nous emmener des nouvelles idées au niveau de l'intelligence artificielle. Puis je pense, en tant que nous autres, qu'elle est rendue plus en fin qu'en début, ça va nous pousser à faire d'autres choses, à nous accomplir dans d'autres domaines, là. Je vois ça... j'ai hâte de voir ce que ça va nous emmener, l'intelligence artificielle, là, les prochaines années, parce que... Juste au niveau du marketing, juste au niveau administratif aussi, tout ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui, je veux dire... Incroyable. Oui, absolument. Je me sens que je suis clonée 2 fois, 3 fois, Ah ouais. juste avec ça. Ouais. Ah, c'est le fun, hein? C'est le fun. Parce qu'on le sait, du côté de la médecine ou tout ça, ça bouge, hein? Ouais. Au niveau de l'intelligence artificielle et tout ça. Mon beau Mickaël. Oui. Puis après ça, je vais revenir à Mélanie parce que j'ai une question. C'est une femme. Mélanie, c'est une leader. Puis moi, j'aime ça, les femmes, les mondes qui ont du guts, là. J'aime ça, en esti. On a parlé de prochains défis là-dedans. On a parlé de plein de choses au niveau du transport du lait. Y a-t-il quelque chose que tu voulais me spécifier, que tu as jasé avec Éric en montant? Tu as dit, ah, là, je m'en vais en podcast avec Carl, puis il y a un petit sujet que je voudrais m'adresser, puis peut-être que je te pose pas la bonne question, puis que tu voudrais t'adresser. Présentement, cherches-tu des camionneurs? Cherches-tu mécaniciens, tout ça? Oui, bien, on est en croissance, comme je disais, de 3 par année. Le chiffre 3 peut paraître peut-être plus petit, mais pour nous, 3 c'est 2 chauffeurs de plus par année, plus les personnes qui prennent leur retraite. Puis ça veut dire aussi des mécaniciens pour réparer. Donc, notre garage de mécanique, là, on va sûrement là, grossir l'équipe prochainement aussi. Donc, oui, à chaque année, on est en croissance. Donc, Puis je suis dans la région de Québec, là. Je fais quoi
pour appliquer? Qu'est-ce que je veux? Je m'envoie sur ton site On va Internet? sur le site Internet prolet.ca. Ouais. Puis, on peut appliquer. On est aussi sur Facebook. Donc, très beaux emplois, très bien rémunérés, des belles conditions, une belle équipe. On s'occupe de notre monde. Puis, on est dans un marché. Nous, on a l'avantage d'être dans un marché très stable. Donc, on ne vit pas, là. J'entendais les gens tantôt parler de up and down. Nous, on a la business. On est chanceux, on a la business, mais on doit trouver les ressources pour faire la business. Quand je dis ressources, évidemment, ressources humaines. On parle de chauffeurs, de mécaniciens. On parle aussi des gens de bureau parce que le chauffeur, ça se voit, il conduit le camion, tout ça, mais pour qu'ils conduisent le camion, il faut qu'il y ait des mécaniciens qui l'aillent réparer, des gens d'un bureau qui aillent payer les factures et tout. Donc, les ressources, donc autant les citernes, là, ça va quand même très bien avec Tremcar. Les camions, c'est sûr qu'on aimerait des camions avec moins de technologie anti-pollution et tout ça. Je ne veux pas te décourager, Michael, là, mais tu n'es pas parti pour ça. Oui, mais ça nous aiderait beaucoup, maintenant. Oui, mais là, en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui ont sorti de nouveaux moteurs, nouvelles régénérations, en tout cas, les systèmes de carburant. En tout cas, tout à l'heure. Je ne suis pas un spécialiste. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va arriver, là, mais... Pas découragé, Michael, mais c'est pas parti pour ça. On n'en reviendra pas au moteur à rod, là. C'est fini, ça. Non, je comprends, mais... C'est terminé, Michael. Un petit peu plus de fiabilité, on l'apprécierait. Écoutez les transporteurs, là. Écoutez tout ça, là. Écoutez ce que Michael vous a dit, là. S'il vous plaît. Je pense qu'ils le vivent tout. Tout le monde, tout le monde le vit, tout le monde en parle, oui. Hein, Mélanie? Demain matin, puis je la pose souvent, cette question-là, puis c'est une question que le monde aime. Là. Je te mets ministre au gouvernement. Pas le temps. On va en trouver du temps. Elle a une belle vibe, elle a de la drive en l'air. Je te mets au ministre demain matin de l'emploi ou du transport, parce que tu es une femme qui est beaucoup impliquée. Puis j'ai posé la question à Éric Portalance, qui est venu, à plein de gens qui viennent, qui sont des leaders, qui sont des personnes impliquées dans le domaine du transport, qui ont les mains dedans. OK? Je te donne demain matin ce pouvoir-là. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense qu'il faut amorcer de la déréglementation. Parce que là, aujourd'hui, on crée toutes sortes de politiques, une politique par-dessus une autre politique, par-dessus une autre politique, mais on fait jamais... le sens inverse. Puis il y a des affaires qu'on fait, puis il y a des trucs qu'on exige que peut-être a plus sa place aujourd'hui. Fait que ça, je pense qu'il y a une revision à faire à ce niveau-là. Puis aussi, c'est au niveau des argents qui sont investis dans le gouvernement. Moi, je pense qu'on a un travail à faire à voir comment est-ce qu'on pourrait être plus lean, OK? Puis ça, tu sais, je veux dire, tu as toujours tes cadres dans la fonction publique, par exemple, tu as tes cadres, tu as tes cols blancs, tu as tes cols bleus. À chaque fois que le gouvernement coupe de l'argent, il coupe où? Il coupe au niveau du service aux citoyens, c'est-à-dire sur les cols bleus. Il faudrait peut-être regarder ce qui se passe au niveau des cadres puis au niveau des cols blancs. Je comprends que les cols blancs, c'est des professionnels, mais tu sais, souvent, ce que je vois trop souvent, c'est que là, il faut engager bon nombre d'ingénieurs, qu'eux autres vont engager une firme d'ingénierie qui vont superviser la firme ou l'étude qu'ils ont commandée. Fait que souvent, c'est l'étude de l'ingénieur, puis c'est jamais la faute de personne non plus. Fait que ça, je pense qu'à ce niveau-là, on a un certain ménage à faire ou une certaine gestion plus lean puis plus transparente. En fait, Mélanie, il y a quelque chose à faire. Oui. Comme je disais dans mon opinion. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Fait que dis-moi pas que c'est correct. J'ai donné mon opinion, puis peut-être qu'elle est correcte, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais moi, je vais dire qu'elle est correcte. C'est ce que je pense. J'ai le droit de m'exprimer. Mais là, je parlais pas au nom de Tremcar, je parlais au nom de Mélanie. Non, puis c'est correct. Puis moi, je parle au nom de Carl. Fait que c'est correct, puis j'assume très bien. Mais c'est une... Tu sais, pour alléger ça pour les entreprises, puis créer de la relève, parce que c'est de la relève que ça nous prend. Puis la relève, dans les entreprises, va passer par la rétention. Puis c'est sûr que la nouvelle génération, c'est pas comme nous autres, hein. Fait qu'il faut... Mais vas-y. Mais tu sais, Carl, c'est aussi le système d'éducation. Puis aujourd'hui, tu sais, on voit que nos enfants, par exemple, je vais dire n'importe quoi, ils n'osent plus dehors autant qu'avant. Fait qu'ils font plus de gaming. Ça dépend dans quel quartier que t'es. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais si je veux généraliser, on fait beaucoup plus d'informaticiens
qu'on fait de soudeur ou de maçon aujourd'hui. Puis ça a un impact du fait que là, ta mère qui te sac dehors là, toute la journée, puis elle disait « Va-t'en dehors, t'as pas le droit d'être en dedans. » Pendant l'été, moi, ça m'écœurait aller dehors, mais finalement, je suis allée faire des cabanes, j'ai fait d'autres choses dans ma vie, puis c'est correct, j'ai une dextérité, je suis super manuelle. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que je vois de mes enfants, c'est pas ça que je vois de la génération qui s'en vient. Ils ont une certaine dextérité, ils ont des connaissances que nous, on n'avait pas à la même âge, mais il va falloir retrouver un certain équilibre parce qu'on perd on perd du... C'est quoi le mot, là? De l'expertise à ce niveau-là. Peux-tu faire le commentaire encore à Carl? Quand moi, j'étais à l'école, là, puis j'avais pas de talent à l'école, c'est pour des mathématiques. Bon, mais quelque chose, je te dis, je n'ai pas. Ils m'ont envoyé à l'école pour apprendre un métier. Puis dans ce temps-là, ils voulaient fermer les écoles de métier. Là-dessus, là, il y a certains orienteurs qui n'ont pas été visionnaires pour 5 secondes. Ils les envoyaient tous. Hey, va-t'en à l'université, mon garçon, va-t'en à l'université. Puis quand ils nous envoyaient apprendre un métier, excusez l'expression, commanditaire, on passait pour des colons. Puis du monde qui était. C'était pas valorisé. C'était pas valorisé. Exact. Puis là, t'allais cruiser une fille, puis t'avais un petit peu de graisse en dessous des doigts. Non, ça me tente pas. Ben à cette heure, je vais vous dire que ça a changé pas mal. C'est des métiers qui n'ont pas été valorisés. C'est comme dans la plupart de ils n'ont pas de vision d'avenir. Ils savaient qu'à un moment donné, en faisant pas de mécanicien, qu'elle en manquait. Exact. C'est pas compliqué à comprendre. Mais là, eux autres, ils ont fait non, pas besoin. Puis je vais vous dire mon passé. On rouvrait des postes en RH recrutement. Je trouvais un poste, 40 CV. Parce que papa, maman, ils avaient envoyé toutes leurs filles, leurs enfants à l'université étudier. Fait que là, tu arrivais pour négocier, mais tu as 40 CV. Tu n'es pas obligé de donner 70 000, là. Tu vas en avoir 45 000. Fait que tu donnais 45 000, ça fait qu'elle a fait 3 ans d'université, puis tu donnais 45 000. Tu rouvrais un poste de camionneur, tu faisais pas de CV. Pas de CV. Fait que ça avait beaucoup... Tu sais, on les a orientés, mais peut-être des fois, on aurait dû faire des mécaniciens, des soudeurs, des ci, des ça. Mais c'est des métiers qu'aujourd'hui, ils font plus d'argent que quelqu'un qui a un bac à l'université. Oui. Puis, je sais pas à quel point ça va changer, mais c'est pas parti pour changer demain matin. C'est quasiment désolant. C'est quasiment désolant. Fait que là, tu étais ministre du Transport? Non, là, tu étais ministre de l'Emploi. Tu es ministre du Transport demain matin? Tu me poses beaucoup de colle, là. Si j'étais ministre du Transport demain matin, qu'est-ce que je ferais? Écoute, il faut... Oui. Nous autres, étant manufacturiers, c'est sûr que... J'ai pas préparé, excusez, j'ai pas préparé Mélanie une seconde. Là, là je brûle pour point. Là. Comme manufacturier, nous autres, on produit pour plein d'États puis plein de provinces. Ça serait le fun, surtout au Canada, si on est un pays, peut-être d'unifier un peu les règlements de transport. Parce que d'un État à un autre, d'une province à un autre, les règlements de transport sont pas pareils. Fait que ta distribution de charges est différente. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'éléments qui font en sorte que c'est pour ça que tu vois beaucoup plus de B-trains dans l'Ouest canadien que tu en vois ici dans l'Est. Pourquoi? Parce que les règles sont différentes. Donc, moi, si je serais ministre du Transport, là, je négocierais avec mes collègues des autres provinces, puis j'essaierais d'avoir une réglementation qui fait de l'Atlantique au Pacifique, que ça soit lean. Il faut se faciliter la vie. Là. Mélanie, pour des questions qu'on ne s'était pas préparées, les réponses sont excellentes. Ah bon, merci. Toi, mon cher Éric? Oui, je suis pas prête. Tu me mets-tu ministre de quelque chose? Oui, je vais te ministre de quelque chose. Non, pas ministre, mais ça va pas bien. Je vais te mettre ministre, vu que tu restes à Rive-Sud de Québec, je vais te mettre ministre du 3e lien. Non, c'est une joke. OK, on le fait, mais où? C'est une question, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Non, s'il vous plaît. Non, je n'embarquerai pas là-dedans, c'est une joke, là, parce que je sais que tu restes à Rive-Sud de Québec, puis là, ça me tentait un peu de te taquiner, j'ai dit, on va taquiner un peu Éric. Mais comment tu vois l'avenir dans la vente de citernes? Là, on parle de 10 ans, 15 ans. Comment tu vois ça, toi? L'avenir de la citerne est où là-dedans? Parce qu'un gars, ça fait 30 ans qu'il est là-dedans. Là. Ouais, non, mais si je me fie aux 30 ans, justement, c'est stable. Écoute, on n'en fait pas moins, on n'en fait pas plus. Ça dépend dans des domaines. Là. Ouais. Je veux dire, moi, je pense que c'est... Écoute, y a-tu il y a une fin de vie à une citerne, de toute façon. Ouais. Que... Mais y a-tu, dans les citernes que vous faites, une place que vous voyez que ça se dirige plus vers la hausse, puis une autre partie, ça se dirige plus vers la baisse?
Ça dépend dans quel type de produit qu'on parle. Mais y a-tu un produit que vous voyez qui est plus en expansion Oui, qu'un autre? le vacuum, tout ce qui est wastewater, avec les normes environnementales qu'il y a autant du côté des États-Unis que du Canada, qui sont beaucoup plus strictes, il faut que tu ramasses tes poubelles, puis ça veut dire tes poubelles liquides aussi. Mais ça, on se retrouve à avoir une plus grande demande pour des citernes pour le waste, là, le waste and water. OK. Les Solvarec de ce monde, c'est ça. C'est en hausse. Maintenant, le fuel de mazout, bien ça, c'est en baisse. C'est ça. Fait que vous le voyez. Fait que ça permet d'orienter vos usines dans différents secteurs pour que ça soit correct. Puis, c'est de prendre les parts de marché de nos compétiteurs aussi. Est-ce que Tremcar a une vision d'expansion autre que les tankers? Oh non, je pense pas. C'est assez compliqué en soi. Là, le fait qu'on fait dans différents marchés, c'est déjà compliqué en soi. Fait que non. Il y a déjà eu des discussions pour faire d'autres choses, mais non. Non, hein? On veut se spécialiser dans ce qu'on est bon. On a déjà fait... C'est une chose que vous avez faite que vous ne faites plus? Oui. Des blowers. Des vacuums, dans le fond? Non, des blowers. On avait déjà fait, à l'époque, ça, c'était au début des années 90, là, une pelle pour souffler la neige. On avait déjà fait ça. Okay. On était dans le vin aussi. On avait Reinox, notre division Reinox aussi. On était dans des citernes de vin stationnaire, des cuves à vin. Là, OK, je comprends. Fait qu'on a déjà fait ça, on a vendu. Annie, la place des femmes... Parce que si on part de là 20 ans, tout arrivé, ça fait 12-15 ans, je ne sais pas avant ton passé, c'était quoi? Trouves-tu que les femmes ont plus de place qu'avant dans le domaine du transport? Dans qu'est-ce que tu fais? Comment tu trouves l'évolution des femmes dans le transport? Ben oui, la femme a beaucoup plus de place, ça, c'est sûr. Comment c'est perçu par rapport aux hommes? Ben ça dépend dans quelle région que tu es. Tu sais, quand tu es dans le sud des États-Unis, il y a une certaine dynamique qui est peut-être pas... L'ouverture est peut-être pas nécessairement là, comme elle l'est au Québec, par exemple. Tu sais, au Québec, moi, je pense que c'est un des endroits en Amérique du Nord où tu as une plus grande ouverture au niveau du leadership au féminin. Maintenant, aux États-Unis, tu as beaucoup d'associations féminines qui se créent. Women in Energy, par exemple, les femmes dans l'énergie. Puis ça, c'est souvent... par rapport aux pères, aux filles qui reprennent l'entreprise de leur père, que là, ils se taillent une place, mais au féminin. Mais l'ouverture masculine, on la voit beaucoup ici, davantage. Tu vois plus que l'homme va laisser une place... À la femme, oui. Puis qui va... Ce respect-là ou cette ouverture-là, on l'a beaucoup plus au Québec. Aussi en Nouvelle-Angleterre, quand même. Okay. Mais plus à l'ouest, c'est plus au sud, c'est encore très conservateur. C'est correct. Ouais. Bon, faut que tu sois faite forte. Je pense que tu es capable de faire ça. Je pense que tu es capable de faire ça. Hey, moi, j'ai pas fini, là, mais je veux juste vous dire merci par votre franchise de réponse jusqu'à date. Hein. C'est wow, là. Je vais vous dire, les trois ensemble, là, vous êtes... ça coche. Parce que votre franchise, je la sens vraiment... spontané, puis là, il n'y a pas de questions. J'ai envoyé une couple de questions cette semaine à Mélanie, mais j'étais un peu en dehors, puis je vois avec mon instinct, parce que je vois, on vient qu'on connaît nos invités un petit peu, là, au fil, là. Puis Mélanie, puis en tout cas, toute la gang, vous avez une belle franchise dans vos réponses, là, puis je pense que les gens vont bien aimer ça, parce qu'on sent que vous êtes des gens qui sont spontanés puis directs, là. C'est vraiment apprécié. Hein. Jusqu'à date, là, j'adore mon podcast avec vous autres. Là. Je vous dis que vous avez une belle franchise. Puis j'aime ça parce que les gens aiment ça. Tu sais, les gens là, qui se donnent de l'importance, puis se donnent un show, là, ça fait un bout. Hein? Puis je vois que si votre organisation est toute de même, là, ça doit être le fun de travailler chez vous. Ça doit vraiment être plaisant. Là. Éric, pour terminer, as-tu quelque chose que je n'ai pas posé comme question, parce que je vais faire un dernier tour de table? Là? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me spécifier, que j'aimerais dire à Carl pour aux auditeurs, remercier tes chauffeurs, ton équipe, ta direction, parce que sans eux, t'as beau être le gars le plus massif, grand, gros, mais si on n'est pas une équipe, on n'est rien. Hein? Ouais. Est-ce quelqu'un que tu voudrais remercier là-dedans? Je voudrais remercier, c'est sûr, tous nos employés, c'est tous des collègues, puis tout le monde est important. Il n'y a pas de... Peu importe le poste que tu as,
Puis je pense que c'est la même affaire dans toutes les entreprises. On est tous aussi importants. Comme je le disais tantôt, le chauffeur, ça va paraître, il va transporter du lait, c'est beau et tout, mais en même temps, il faut qu'on ait un mécanicien qui ait réparé le camion, la citerne pour qu'il puisse partir avec, peut-être quelqu'un qui aille payer les comptes. Tout le monde a son importance, puis on travaille beaucoup, là. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, les valeurs dans le fond, d'honnêteté, puis la sincérité. Donc, c'est des choses qui sont importantes. On essaie de rendre notre milieu de travail le plus agréable possible, malgré les contraintes. Puis Dieu sait qu'on a des contraintes, comme je disais tantôt. On a la business, nous. Il faut trouver les ressources. Donc, on est chanceux. Nos gens sont là le matin. On n'a pas 4 personnes qui appellent le matin pour dire qu'ils sont malades. Les gens sont consciencieux, sont là. Il y a des tempêtes de neige, il fait pas beau, c'est Noël. Nous, c'est... On s'entend des fermes, là, tu sais, des fois, le gars, il est dans... Je sais pas si c'est encore l'expression, dans la vacherie qu'on a le dit. Oui. C'est dans la vacherie. Puis la cour n'est pas tout le temps déneigée, puis il y a des grosses tempêtes. Fait que c'est pas évident pour le chauffeur, là. Ah oui, mais tout le monde met du sien, puis ça va généralement bien. On a des défis, on les relève ensemble, puis on essaye de s'améliorer, d'être de plus en plus efficace, tout en faisant ça avec les ressources qu'on a, les limitations qu'on a. Donc, merci à toute l'équipe, vraiment. Là, Petite question de même, en passant. Oui. Tu sais, dans notre carrière, je sais pas de quel âge, dans notre carrière, il y a toujours une personne qui nous a marqué, qui nous a aidé à se surpasser. C'est qui, toi? Qui nous a aidés à nous... À toi, là. Je parle, je tourne dans le micro, puis j'en garde Mickaël, là. Tu sais, dans notre carrière, il y a quelqu'un comme moi, il m'a aidé à me dire « Let's go, Carl, t'es capable. » Il m'a donné force une force spéciale, tu sais, qui m'a inspiré. Toi, en tant que personne, parce que ton entourage va écouter ton podcast, c'est sûr, qui t'a motivé à être la personne aujourd'hui que t'es dans le transport? Je vais être obligé de répondre vaguement, Carl. OK, bien, vas-y. J'aime beaucoup parler avec les gens, peu importe le niveau. Moi, je vais aimer m'asseoir avec quelqu'un, puis c'est une très bonne réponse. discuter avec quelqu'un, peu importe ses études, ce qu'il pense et tout ça. Puis, tu sais, je vais aimer aller parler, par exemple, avec un chauffeur. Moi, regarde, je suis un gars de bureau, là. Je ne chauffe pas de camion, mais je vais aimer ça, aller parler avec un chauffeur qui me parle d'une problématique, d'une situation, pour que je la comprenne. Pas en critiquant comment elle s'est faite, mais en comprenant la situation pour être capable de trouver une solution à un problème. Ça me motive beaucoup, ces choses-là. Fait que toutes ces situations-là vont me motiver, peu importe le niveau. À donner la personne que t'es. Oui. Puis moi, je suis égal avec tout le monde. Quelqu'un qui va me parler, qui va me prendre de haut, j'aimerais pas ça. Mais je vais être capable d'être au niveau de tout le monde, de discuter, d'apprendre. Je suis très avide de comprendre les situations, puis des connaître, puis de discuter avec des gens, même si on pense pas pareil. Mais vraiment, de voir, OK, toi, tu votes jaune, moi, je vote mauve. Je suis pas d'accord avec toi, je voterai jamais jaune, mais de comprendre pourquoi toi, tu votes jaune, pourquoi tu penses comme ça, je trouve ça très instructif. Fait que l'ensemble de ces expériences-là dans la vie nous apporte tout ce qu'on est à mieux se comprendre comme être humain, parce que derrière chaque personne, peu importe son caractère, il y a un être humain avec des émotions. Donc, c'est ça que je te dirais comme réponse. Sans nommer une personne, il y en a plusieurs, donc je te répondrai ça. Toi, Mélanie, qui tu veux remercier dans ton équipe? Tu veux-tu remercier parce que je sais que tu es en RH, communication? Petit mot, là, tu sais, comme Mickaël a fait. Comme Mickaël a fait. En fait, les mêmes questions, mais à Mélanie. Bien, moi, honnêtement, je veux remercier les gars d'usine qui construisent ces unités-là. Je veux dire, on a nos vendeurs qui sont sur le terrain à essayer de générer des ventes, mais les gars aussi qui sont dans l'usine en train de construire ces unités-là, le produit de qualité, cette fierté-là qu'on a sur la route, des produits, le fun, qu'on est capable de... Puis moi, c'est le marketing. Il n'y a rien de plus sexy que de faire le marketing d'une citerne, puis d'une belle citerne dans un trade show, là. Fait que je veux remercier les gars qui sont là à tous les jours puis qui font du travail de qualité pour nous autres. Et ils nous représentent tellement bien. Puis d'autant plus que, tu sais, on parle aussi des gens qui sont derrière le service de la comptabilité, qui sont peu reconnus, le service des ressources humaines, par exemple. C'est tous des gens aussi qui s'occupent de notre gang, qui s'occupent qu'on ait une paye aussi. Donc, on est chanceux. Puis surtout, ben, je veux aussi remercier les clients qui nous font confiance. Dans la vie, on a fait des erreurs. On les a... Qui n'en fait pas? Ben exact. On les a assumées. Ils nous ont laissé notre chance. Puis aujourd'hui, si on est bon,
Puis si on est compétent, c'est parce qu'on a fait plein d'erreurs puis on a appris de ça. Donc, je remercie aussi la résilience de nos clients, que ça fait 30 ans qu'ils sont avec nous autres. Ça aussi, c'est... La confiance, hein? Oui, oui. Voilà. Fait qu'on a plein de choses à être remerciant, ouais. Puis pour répondre à la dernière question, j'avais posé à Mickaël qui a répondu d'une manière incroyable. Toi, Ouais. y a-tu une personne dans ta vie? Moi, il y en a. Moi, il y a une Ben, personne. moi, c'est sûr que j'ai un modèle qui Ouais. m'a donné en moi la force puis la confiance en moi. Puis c'est son oncle, c'est M. Tremblay. M. Jacques Tremblay. C'est Jacques Tremblay qui est le président. non, c'est Non. son Tu peux se mêler, fils. moi. C'est son fils, le président. Jacques Tremblay, Mais c'était le président avant. OK. Oui, c'était OK. le père, Le finalement. père. OK. Oui, c'est lui qui m'a engagée, puis c'est lui qui a cru en moi quand je suis arrivée chez Tremcor. Puis pas juste chez Tremcor, mais je fais d'autres choses dans la vie aussi. Je suis conseillère municipale dans une ville. Puis c'est lui aussi qui m'a donné cette confiance-là d'aller en politique. Pourquoi? Parce que il le fait lui aussi. Il a été député dans les années 80. Puis c'est un monsieur qui est tellement gentil, qui pense tellement à tout le monde, qui est tellement généreux. Puis juste voir sa bonté, puis comment est-ce qu'il gère ça, c'est une inspiration pour moi. Donc voilà. C'est... Ouais. Éric, C'est un pas, modèle. Éric, ton tour s'en vient. Mais tu as eu le temps d'y penser, par exemple, toi. Ouais, moi. Ouais, mais tout a été dit. Non, non, ben non, ben non. Écoute, Toi? Moi, quoi? Toi, Éric, en Écoute, fait, moi, en fait, qui tu veux remercier parce qu'il y a ben, des clients à En remercier? fait, c'est sûr, tous les clients, bien sûr, mais tu sais, je veux remercier Tremcor, Jacques, Daniel, pour m'avoir donné une chance puis d'avoir vu en moi que j'étais pas manuel pour Saint-Saëns puis que peut-être que j'aurais du potentiel en vente. Ouais. Mais sinon, c'est ça, là, les clients, puis ouais. C'est quoi le secret d'un bon vendeur? Et si bol, hein? Bonne question. Bravo. Ouais, c'est pas une C'est quoi bonne le secret d'un bon vendeur? C'est quoi le secret d'un bon vendeur? Mélanie, on engage un bon vendeur aujourd'hui, pourquoi? Puis, écoute, Ben, écoute, c'est ça prend large, quelqu'un, là. il faut qu'il soit à l'écoute. Ça, c'est la Ouais, première ça, chose. ouais. Il faut que le client parle plus que le vendeur. ouais, ça, c'est pas à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Comment tu trouves... Ça fait combien de temps que tu fais de la vente? Là, je suis de la vente, ça a peut-être 15 ans. Là. Comment tu trouves que ça a changé? De 15 ans, on parle des années 2000, 2010, à là. Qu'est-ce qui a changé? Quand tu arrives sur un client pour Ouais. vendre Ouais. en 2010, puis là, tu arrives en 2025, c'est quoi la différence qu'il y a? Ben, la différence, c'est la préparation. Parce que si t'es pas préparé puis t'as pas de rendez-vous, oublie ça, là, ça marche pas. Là. Avant, là, tu rentrais dans le client, là, 15 ans, 20 ans, mettons, tu rentrais dans le cours du client, toc, 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 salut, salut, rentre, c'était correct. Aujourd'hui, le monde n'a plus le temps pour ça. Là. Fait que ça prend vraiment de la préparation, puis ça prend des rendez-vous. Puis quand tu parles de préparation, tu avais dit que tu arrives là avec un dossier prêt. Là. Oui, Tu sais le style de remorque qu'il a besoin. oui. Ben, faut que tu y présentes le style de remorque qu'il a besoin. Elle réussit pas tout croche. Là. Non, c'est ça dépend dans les étapes où tu es rendu dans la vente, on va dire. Là, Ouais. tu sais, ça dépend t'es où, là, mais oui, exactement. Intéressant. Mhm. C'est le fun. Des choses à rajouter parce que ça fait déjà 1h30 qu'on jase. C'est vrai? Ah ouais, regarde, C'est là que je dis, déjà? Déjà, ah ouais. Des choses à rajouter, hein, Mme Mélanie? Non, je te remercie beaucoup de nous avoir Oui, invités, merci. Carl. Ben, merci, hein. Puis on a fait ça rapidement. On s'est écrit, puis tu savais pas qui t'écrivait, en fait, hein? Non, c'est ça, je t'avais pas Mais rentré c'est dans mes Carl. contacts. Là, tu vas m'avoir dans tes contacts. Hey, merci d'être venu. Merci d'être présent. Merci de vous être déplacé ce matin de Québec à ici. C'est vraiment le fun. Lâchez pas. Félicitations à votre président de croire au Québec quand des fois, c'est... On brasserait ça un peu plus qu'on le brasse là présentement. Parce qu'on trouve qu'il y a des affaires qui dorment. Mais ils vont se réveiller, là, les élections s'en viennent. Fait que... Hey, merci à tout le monde. Merci, Mélanie. Merci, Éric. Merci, Mickaël. Oui. C'est le fun de connaître le produit laitier. Puis de Tremcor, félicitations pour vos produits. Puis félicitations. Puis moi, je vais vous souhaiter du beau recrutement pour la fin 2025. Merci. On en a besoin. Ouais. Merci. Hey, merci tout le monde. Là, je prends une seconde pour remercier tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui. C'était vraiment le fun. On a eu des beaux podcasts. Avez-vous aimé ça? Oui. Ah oui. C'était-tu correct? Oui. Oui. C'était correct? C'était bien fait? Là, vous allez être diffusé partout. On va avoir du fun. Puis ça va être, on va le mettre aussi sur la radio aussi. Fait que vous allez l'entendre parler. Puis si vous avez des questions, il y a quelque chose, vous avez des sujets, Mélanie, tu as un communiqué de presse que tu sors pour une acquisition, n'importe quoi. Tu m'envoies ça. Nous, OK. on publie. Ça va nous faire plaisir de collaborer avec vous. Sans aucun problème. Avec Carl et Francis, il n'y a jamais de stress. C'est toujours easy going. Puis, fait que merci à tout le monde qui nous a écoutés. Merci aux camionneurs, camionneuses. Puis je le dis encore, merci aux commanditaires. S'il n'y aurait pas de commanditaires, il n'y aurait pas de podcast. Puis comme semaine, j'ai eu un message de fête.
de Burroughs, les assurances, qui m'a fait chaud au cœur pour dire « Hey, vous mettez le transport en valorisation. » Fait que c'est le fun d'entendre ça, puis on le fait parce qu'on est des passionnés du transport. Puis avec des passionnés du transport, tu reçois des passionnés du transport, fait que ça fait une belle... Puis c'est une grosse industrie au Québec. Fait que c'est le fun d'entendre ça, puis de dire aux jeunes, c'est une belle job, là. Venez-vous-en avec nous autres, vous allez être bien encadrés. Vous voulez être soudeur, bien, je suis sûr que Tremcar va vous encadrer, va vous former. C'est un beau métier, les jeunes. Je vais vous le dire, moi, j'ai su mon cours de mécanique, j'étais dans le transport très longtemps, je suis encore dans le transport. C'est des beaux métiers, puis c'est bien payé. Puis Tremcar respecte les employés à perfection, j'ai aucun doute avec ça. Prolet aussi, une compagnie de la Rive-Sud de Québec. Lévis, oui. Lévis, fait que félicitations, lâchez pas. Ça nous prend des gens comme vous autres. Merci, à la semaine prochaine. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien. En plein ça. Plein d'avantages. C'est en plein ça. Et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça.